va commencer. Le live va durer 30 minutes. On a besoin de votre attention pendant 30 minutes. Ça risque d'être fort intéressant. On a un peu discuté avec Yann. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant. On se suivait un peu sur les réseaux sociaux. Et on est tous les deux installés à Barcelone. Donc, c'était l'opportunité pour nous de se retrouver ici et de parler, de vous parler de l'amour 2.0. Donc, le thème du jour, clairement, c'est comment trouver l'amour dans un monde rempli d'options. Et donc, c'est l'amour 2.0. Exactement. C'est un sujet qui m'intéresse, moi, particulièrement, et j'imagine que vous aussi. Donc, on va laisser les questions à la fin. On aura 10 minutes de questions à partir de 21h30, donc vous pouvez poser vos questions. Et moi, du coup, j'aurai un échange assez interactif avec Yann. Et on va commencer déjà par la première question. Tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais exactement pour te présenter à ma communauté. Alors moi je suis coach en relations amoureuses, je fais ce métier depuis 2010, donc ça fait un moment que je fais ce métier. Je coach majoritairement des femmes. Que dire de plus ? Vous pouvez retrouver mes conseils sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'Homme Expliqué. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comment mettre un homme dans votre poche aux éditions Hachette. Et de manière plus générale, vous avez mon Instagram. Vous pouvez me retrouver très facilement et voir un petit peu de quoi je parle. Je parle aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Je donne également des conseils de développement personnel un peu plus généralistes pour prendre confiance en soi. Donc voilà ce que je fais. Très intéressant. Donc moi, Yann, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux et aussi à travers un ami. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, Yann. Et c'était l'occasion aussi d'avoir quelques conseils que je dois appliquer à ma vie, mais aussi que ma communauté peut utiliser pour avancer, tout simplement, dans les relations amoureuses. Donc la première question qui me tracasse un peu et que j'ai envie de te poser, pour toi, quelles sont les difficultés que cette génération a pour trouver l'amour? Alors, tu veux dire spécifiquement en général ou sur le 2.0? Sur le 2.0, exactement. Déjà, on va dire un truc, mais ça tout le monde le sait déjà, c'est que globalement, aujourd'hui, en ce moment, les gens font plutôt des rencontres sur Internet. Ça vous a probablement pas échappé, ça t'a probablement pas échappé, moi non plus, d'autant plus que je coach des gens en permanence, que ce soit virtuellement, que ce soit sur mon site où je reçois des tas de questions. Il y a 8 rencontres sur 10 qui parlent d'applications de rencontres, quelles qu'elles soient. On ne va pas toutes les citer, mais chaque application va parler à une personne plutôt qu'à une autre. C'est un peu sociologique, mais voilà, on fait plus de rencontres comme ça que hier, c'est tout. Moi, j'ai vu cette transition-là que je place à peu près dans les années 2010. C'était le début de Mythique adopte un mec, Tinder qui arrivait un peu après. Et voilà, dans cette zone-là, avant, c'était Craignos. Faut pas oublier un truc. 2010, tu disais pas « Ah, j'ai rencontré machin ou machine sur Adopte un mec ». Tu le disais simplement pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal. Tout le monde fait des rencontres comme ça. Il y a eu ce temps d'adaptation. C'est comme quand on a une nouveauté et on s'adapte. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait banalisé. Il y a plein de couples qui se forment comme ça. Je pense pas qu'on va avoir ce débat de dire est-ce qu'il y a des vrais couples et des vrais couples. Non, c'est un moyen de faire des rencontres. De la même manière que moi, mes grands-parents, j'étais chez mes grands-parents il y a quelques semaines, ils se sont rencontrés au bal, au bal du village, tu vois. C'est mignon ça. Non mais c'est vrai, c'est mignon, mais en fait c'est pas moins mignon qu'aujourd'hui de dire tiens on s'est rencontrés sur Tinder ou Happn ou Bumble ou que quoi d'autre. C'est vrai qu'avant on avait honte de dire qu'on a rencontré notre conjoint sur les applications de rencontres, et aujourd'hui on entend que pas mal de gens se sont mariés grâce aux applications de rencontres, grâce à Instagram, grâce à Facebook, et clairement c'est devenu, comme on a dit tout à l'heure, démocratisé, que c'est devenu normal. Donc aujourd'hui pour toi ce fléau de sites de rencontres, qu'est-ce que ça nous apporte comme difficulté justement? C'est un fléau. Pour moi, c'est un fléau. Alors, les difficultés, il y en a pas mal, mais je pense qu'on va se consacrer sur la principale, qui est, je pense que tu l'as un peu ciblé quand tu as présenté le podcast, c'est de dire voilà, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix, et paradoxalement, avec tout ce choix-là, en fait, on va pas forcément rencontrer les hommes qui nous intéressent, les femmes qui nous intéressent, ou quand on va rencontrer quelqu'un, ça va aller nulle part. Donc en fait, est-ce que finalement j'irai pas sur une autre personne, etc., etc. On est, en fait, si tu veux, on est passé la différence avant 2010 et on va dire 2020, c'est qu'en 2010, tu rencontrais les gens dans ta géographie, sur ton terrain, sur ton territoire, si tu préfères. Donc c'était quoi? C'est ton quartier, ton arrondissement, ta ville, ton village, la boîte de nuit, le bar, le machin, le truc. Donc tu rencontrais des gens, en fait, ils étaient proches de toi. Sur les applications de rencontre,
tes options se sont multipliées. Non seulement tu peux rencontrer, nous on réside à Barcelone, tu peux rencontrer toute la ville, tu peux rencontrer les gens qui sont de passage, qui sont à l'aéroport, qui sont machin, ou alors qui prennent une application et qui vont se géolocaliser ici en prévoyant qu'ils vont venir, tu vois, c'est un truc qui se fait beaucoup ça. Ouais, je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de gens sur les applications, tac, ils mettent le truc et ils disent voilà, moi je vais déménager là, donc je préempte et je commence déjà à swiper des gens ou à matcher des gens avant de venir. Après, moi je suis d'accord que les applications de rencontre, ça peut aussi nous aider à on va dire, construire un petit cercle, que ça soit d'amis, de connaissances, un réseau. En revanche, clairement, les personnes qui sont sur les applications de rencontre ont deux objectifs à peu près, soit un objectif de trouver quelqu'un avec qui passer du temps, soit un objectif de trouver l'amour. Aujourd'hui, notre podcast ou notre live est plutôt centré sur l'amour. Et je trouve que c'est de plus en plus difficile parce que clairement, très concrètement, pour parler d'une des difficultés, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Est-ce que c'est quand tu swipes ou est-ce que c'est quand tu parles? C'est quand tu parles, on est d'accord. La rencontre se fait à partir du moment où on échange quelque chose en parlant. Et moi, je pense que déjà, la première grande difficulté, c'est de se retrouver dans ce piège du swipe en fait qui s'arrête pas. J'ai regardé des hommes, et je pense que ce sera la même chose pour des femmes, mais je l'ai vu chez des hommes, qu'à un moment donné, tu vois, ils swipaient, donc ils voyaient des profils, ah, j'ai un match, mais au lieu de commencer des conversations, ils étaient plus attirés par l'activité de swiping. L'activité de swiping, en soi, elle est très intéressante, elle est très stimulante, parce qu'en fait, tu sais pas ce qui va venir derrière. Toutes les applications sont conçues sur le même mode, un peu comme c'est comme une pile de cartes, et tu dévoiles les cartes les unes après les autres. Tu es parfois plus intéressé dans l'action de swiper qui est facile, c'est juste un mouvement de main, et de voir qu'est-ce que j'ai derrière, qu'est-ce que je vais découvrir derrière, peut-être mieux, on sait pas, tu vois, peut-être un mec plus beau, peut-être un mec plus intéressant, peut-être un mec plus proche. Donc, on s'éparpille au lieu d'avoir un certain nombre de conversations. Eh bien, en fait, on prend du temps de vie, tu vois, par exemple, tu prends les gens qui font ça, ils vont utiliser une demi-heure par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour, ça peut monter très vite. Et on s'en rend pas compte parce que c'est addictif. C'est designé pour que tu restes dessus. Exactement. Les mecs qui ont pensé à ça, ils ont des doctorats, ils ont réfléchi comment faire pour que toi, tu passes plus de temps sur l'appli. Donc, le premier conseil que j'ai envie de donner aux gens qui nous regardent, c'est de faire ce constat-là. Vous dire, ok, qu'est-ce qu'il faut pour une belle rencontre? Et donc là, vous voyez, je mets une belle rencontre ici. Ça, c'est ma belle rencontre qui peut-être va donner lieu à une histoire d'amour. Okay, pour qu'il y ait cette belle rencontre qui donne lieu à une histoire d'amour, il va falloir plusieurs dates. C'est-à-dire qu'en fait, on va remonter sous la forme, en fait, comme un entonnoir. Pour avoir cette belle rencontre, il va falloir, si je remonte mon triangle dessus, plusieurs dates. Peut-être que, selon qu'on ait de la chance ou pas de chance, il va falloir peut-être 5 rencontres, ou peut-être 10 rencontres, mais je parle de rencontres réel. Tu as parlé, tu as été boire un café avec quelqu'un, tu as été boire un verre avec quelqu'un. Donc je remonte ma belle rencontre, il faut à peu près 10 dates. Pour avoir 10 dates, il faut un certain nombre de conversations. Il faut forcément plus de 10 conversations. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est en fait assez rapidement identifier quel est votre type d'homme ou de femme, de savoir à peu près, ok, qu'est-ce qu'il est réaliste de penser que tu vois ce que je veux dire? Parce que l'application va te proposer tout le monde, tu vois. Elle va proposer des gens qui te correspondent, des gens qui ne te correspondent pas, des gens, tu vois, sans parler de niveau ou de machin, mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour toi sur l'application de rencontre. Donc il va falloir être capable de cibler, de dire, ok, qu'est-ce que je cherche? À quoi ressemblaient, par exemple, les 4-5 dernières personnes avec qui je sortais, avec qui je veux sortir, faire un peu un mix de tout ça et dire, ok, bon, il va me falloir un certain nombre de dates, c'est normal. Et donc pour ça, il faut un certain nombre de conversations. Donc assez rapidement, en fait, oui, on swipe, oui, on a des matchs, on identifie des gens, mais après, on se concentre sur les conversations. Mais c'est quoi le conseil que tu peux donner? Justement, nous, on va travailler, on va faire ce travail, on va avoir des critères bien définis, on va swiper que sur les personnes qui correspondent à ces critères. En revanche, la personne qu'on a en face de nous peut ne pas faire ce travail. Et du coup, ça va créer, on va dire, moins d'options pour qu'on puisse aller au bout de notre process, quoi. Je pense qu'on parle plutôt à une audience féminine, corrige-moi si je me trompe. Je dirais que déjà, il faut faire confiance à une chose, il faut faire confiance à l'énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie que les hommes vont déployer pour aller vers les femmes. Ils la déploient de moins en moins dans la vie de tous les jours, ça vous a peut-être pas échappé. Alors oui, il y a probablement 2-3 relous qui vont, eux, bien déployer leur énergie, et ils le font pour tous les mecs cool qui ne le font pas, tu vois. Et eux, ceux-là, parfois, on aimerait bien qu'ils arrêtent de la déployer un petit peu, ce serait pas plus mal. Mais ils vont quand même déployer leur énergie sur l'application rencontre. Donc les filles, il faut pas vous dire, ouais, il n'y a pas de mecs, ils vont pas venir. Non, il y a des mecs, ils vont venir, et les mecs bien pour vous, ils vont venir vers vous. Il faut faire confiance à cette énergie-là, au même titre qu'on fait confiance à l'énergie du saumon de Norvège qui remonte le torrent
il envoie son énergie, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc là, ça, il faut faire confiance à ça. Ensuite, tu parles des critères. Les critères, faut les laisser un petit peu ouverts. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, faut pas adopter cet esprit catalogue de l'application de rencontre en disant oh, bah alors, ok, c'est présenté comme un catalogue, donc Je veux la perfection. je veux vraiment, ok, Ouais. alors moi je veux ta, 1m80 minimum. Il y a beaucoup de descriptions sur les sites de rencontres et je pense que c'est une très mauvaise décision de faire ce genre de truc, c'est de dire ce que je ne veux pas et ce que je veux. Tu vois, un peu comme. Il y a beaucoup de descriptions comme ça de gens, ils vont utiliser dire je ne veux pas les mecs petits, c'est swipe left, les mecs machins, c'est ceci, cela. En fait, le problème quand on fait ça, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette description? Quand on met des choses, on dit voilà, je veux ça et je veux pas ça. On est en train de dire je suis une personne qui n'a pas de succès, qui n'obtient pas ce qu'elle veut, et donc je suis obligé dans ma bio de bien cadrer tout ça pour faire dégager plein de gens et essayer d'en faire venir d'autres. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est je n'attire pas les mecs que je veux. C'est comme si je quémandais un peu voilà, l'attention des gens que je veux vraiment. Tu quémandes quelque chose, tu fais ta lettre au Père Noël. Et du coup, en faisant ça, en fait, tu es en train d'indiquer au mec qui te passe sur ton profil, tu indiques coucou, je n'ai pas de succès. C'est intéressant. Et déjà, c'est une première erreur, parce qu'en fait, quelqu'un voit ton profil, au lieu d'avoir quelque chose sur lequel il peut rebondir, par exemple, je sais pas, tu pourrais mettre une petite phrase comme ça à la con, ça pourrait être une description de l'application de rencontre. J'aime l'odeur du sirop d'érable le matin quand je me réveille. Ok, c'est pas mal, tu vois. Ça, je dis pas que c'est la meilleure phrase, hein, ça me vient comme ça, mais je dis quelque chose sur moi de vrai qui peut servir à démarrer la conversation. Et donc le mec peut dire, bah, ça tombe bien, je sais faire les pancakes, je sais pas faire les pancakes. Ah ouais, mais alors si je te fais les pancakes, nanana. Oui, il y a tout de suite un jeu qui peut s'installer, mais cette phrase-là, elle dit j'ai du succès. J'ai l'habitude, en fait, elle dit même j'ai l'habitude que des hommes cuisinent des pancakes pour moi, ils me font le petit déjeuner. Tu vois ce que ça dit? C'est intéressant tout ça. Hein. Plutôt que voilà. Ouais, j'avais pas trop cette perspective. C'est un peu, c'est psychologique, mais ça dit des choses. Après, moi, clairement, enfin, comme on a discuté avant, je ne suis pas trop application de rencontre. En revanche, oui, j'avais fait une vidéo avant sur les applications de rencontre destinées aux hommes, et c'est vrai que j'avais abordé ce côté addictif dont on a parlé au début, le fait que l'algorithme, par exemple, des applications de rencontre te pousse à swiper, à continuer à swiper parce que t'as toujours mieux. L'application, elle veut que tu restes. Elle veut que tu restes. Elle n'a aucun intérêt à ce que tu pars en termes de business. Il faut jamais oublier un truc. N'importe quelle application, voilà, elle veut que tu restes. Alors après, il y a différentes applications. Il y en a qui vont mieux te traiter que d'autres, mieux te servir que d'autres. Et chacun va avoir ses préférences. Moi, je pense qu'il y en a qui sont mieux que certaines. Et souvent, tu payes. Enfin, c'est pas idiot, alors je dirais que c'est pas idiot de payer. Souvent on peut se dire ah oui mais les mecs ils payent, je dirais que même si vous êtes une femme c'est pas idiot de payer. En fait ce qu'il faut vous dire c'est cette application qui déjà me correspond d'un point de vue sociologique parce qu'elle me propose un mode de rencontre qui moi me plaît, qui correspond à ma tranche d'âge, qui correspond à machin, bah, cette application je veux qu'elle me serve et non pas qu'elle me desserve. Donc il y a des ajustements que vous allez faire vous-même. Qui sont des façons d'utiliser. Ouais, j'ai donné un exemple sur la description, j'ai donné un exemple sur les conversations. Hein. Il vaut mieux avoir dans son application 10-15 conversations. Vous voyez, je donne un nombre tout à fait raisonnable. Hein, je pense que n'importe quelle femme qui nous regarde, elle peut avoir 10-15 conversations vraiment actives. Et si il n'y a pas de conversation active, ça dégage. Je veux dire, il faut remettre à la mer quelqu'un qui n'est pas dans une conversation avec vous. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi éliminatoire. Bah ouais, ça parce nous que aide à regarde ce qui va se passer. Si j'ai 10-15 conversations qualitatives et donc actives, je vais a priori, je vais avoir peut-être 7-8 rendez-vous, 7-8 rencontres en tout cas. Et déjà, je suis dans quelque chose de concret. À quel stade penses-tu que les femmes qui nous regardent, ou même les hommes, doivent arrêter de parler à plusieurs personnes? Alors, de garder un seul choix, une seule option et de se concentrer sur cette option. Je te ferai la même réponse sur les applications de rencontre que si c'était dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'ai commencé à coacher les gens, c'était plus les rencontres dans la vie de tous les jours. Donc on pourrait prendre la même question pour dire à partir de quel moment je me focalise sur une personne. Tiens, même dans une soirée, je vais dans un club. Là, par exemple, on est à Barcelone, les clubs ont réouvert. À partir de quel moment je me dis tiens, dans la soirée, je me focalise sur une personne et j'arrête de danser à d'autres gens qui me demandent de danser. Tu vois, c'est pareil en fait. C'est pas tellement en fonction de l'application de rencontre. Pour moi, la réponse à cette question, c'est en fonction de la qualité de l'interaction que je vais avoir. Est-ce que, tout à coup, donc là je me mets dans la peau d'une femme, okay, est-ce que je vais, parce que j'ai fait une rencontre, on a été boire un petit café, c'était bien sympa, tu vois, c'était fort sympa, avec un mec, est-ce qu'à ce moment-là, je veux dire, je me focalise sur ce mec-là? Toi, comme ça, instinctivement,
Je pose pas la question pour toi, mais je dis Alors, moi, pour vous donner une idée, je suis très vieux jeu. Ouais, d'accord. Je ne sais pas jouer sur plusieurs tableaux. Là, tu dis je me focalise. C'est-à-dire que si déjà j'accepte le rendez-vous, que ça soit physique ou même, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans la rue ou dans un resto et que le feeling passe et que j'accepte de le revoir, pour moi déjà, ma tête et mon cerveau sont avec lui. Ouais, exactement. Je ne vais pas m'éparpiller parce que déjà je n'ai pas le temps et de deux, je ne sais pas faire. Je vais par exemple poser des questions que je n'ai pas posées. Je vais m'embrouiller. Je pense qu'on peut admettre que dans la vie de tous les jours, avec ou sans application, on peut être dans différentes situations de séduction. Un collègue de travail qui nous plaît, mais on ne sait pas trop. Un mec qui habite, je sais pas, qui habite en face à la plage. Un mec qui va bosser au même endroit que nous dans son coworking. Quelque chose comme ça. On peut avoir plusieurs situations de séduction dans la vie de tous les jours. Donc je pense qu'on peut s'accorder d'avoir plusieurs sites conversations en application de rencontre. Et moi, je vais vous dire un truc, quand vous allez rencontrer un homme et que vous allez boire un café avec lui, au moment où vous commencez à parler avec lui, et même pendant tout le café, même un peu après, vous n'avez pour l'instant aucune idée de ses intentions. Tout à fait. D'accord? Donc, est-ce que je vais accorder tout à coup tout mon espace mental à ce mec-là? Toi, tu fais ce choix-là. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais j'ai envie de te dire d'un autre côté, est-ce que cette personne a mérité? Tu vois ce que je veux dire? C'est un risque que je prends. En revanche, j'ai un bon flair. On va dire que je qualifie déjà avant de voir quelqu'un. Pourquoi je dis ça. Tout le monde n'a pas forcément un bon flair. Il y a beaucoup de gens qui tombent de haut et qui disent ah bah non, je pensais que ça allait marcher, ça ne marche pas. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est on se focalise sur une personne à partir du moment où on décèle de l'intérêt chez cette personne. Oui, tout à fait. Donc dès que j'ai un début de lecture d'intérêt, quelque chose qui me permet de me dire cet homme est probablement intéressé, et pour ça, je vous recommande de vous baser sur ses actions, et pas uniquement sur son verbal, pas sur ce qu'il vous dit, parce qu'un homme peut vous dire des choses qui vont vous plaire, peut vous dire des choses qui vous déplaire. Parfois, ils vont vous dire un truc qui vous laisse penser qu'il n'est pas très intéressé, mais les actions vont montrer que oui. Mais verbalement, il est un peu timide là-dessus. Mais d'un autre côté, tu vas avoir un homme qui va te dire beaucoup de choses verbalement, mais ses actions prouvent qu'il n'est pas intéressé. Exactement. Donc il faut regarder les actions, on va ensuite regarder les paroles, et ce qui nous intéresse, c'est quand les paroles et les actions sont alignées. S'il dit ça et qu'il fait ça, bah, c'est pas quelque chose de très intéressant. Et un mec qui a pas, j'irais même plus loin, un mec qui a pas envie de te voir dans les jours qui viennent, bah il a pas non plus vraiment eu un feeling. Il aura peut-être envie, à un moment donné, peut-être qu'à un moment donné, il aura envie de coucher avec toi, peut-être qu'à un moment donné, il aura envie de quelque chose que toi tu peux lui apporter, même pas forcément, on peut penser à du sexe, mais ça peut être, à un moment donné, il s'ennuie, tu vois, qui peut apporter du divertissement. Mais un homme qui a envie de un homme qui a eu un peu d'intérêt pour toi dans cette première rencontre, il aura envie de te voir dans les prochains jours. Ouais, c'est ça, c'est la présence, c'est montrer que, bah, comme tu as dit, l'envie de revoir la personne, de lui parler, de partager même sa journée avec. Pourquoi pas? Ouais, tout ça, en fait, fait en sorte que, bah, par exemple, la personne qui a posé la question, quelles sont les actions pour prouver l'intérêt de la personne, bah, c'est tout ça, en fait, combiné. Et pour toi, Yann, quels sont... Maintenant, on a parlé un peu de tout ça. Pour toi, tu m'as parlé tout à l'heure d'avatar numérique et d'apparence. Pour toi, quels sont les critères sur lesquels une femme ou un homme doivent se baser pour trouver le match, pas parfait parce qu'il n'y a pas de perfection, mais le match, on va dire, adéquat? Déjà, alors ça, c'est une discussion très intéressante qu'on a commencé à avoir avant d'enregistrer, et je pense que c'est bien qu'on en parle. Déjà, pour moi, il n'y a pas de match parfait. C'est-à-dire qu'une telle chose n'existe pas. Il ne faut pas oublier que sur une application de rencontre, ou même sur un réseau social, prenons Facebook, prenons Instagram, TikTok, qui permettent tous de parler, en fait. Finalement, ce sont des lieux de rencontre. Si tu veux que ce soit un lieu de rencontre, ça va en être un. On ne parle pas à des gens, on ne parle pas à quelqu'un, on parle à un avatar, on parle à un avatar numérique, c'est-à-dire qu'on parle à la représentation numérique que cette personne a conçue. D'accord? Donc quelqu'un il a fait son profil sur telle app, il a choisi des photos, il a choisi une description, il va avoir une façon d'écrire, donc on n'est pas en train de parler avec lui, on est en train de parler avec son avatar. Et c'est votre avatar numérique qui est aussi une construction qui parfois n'est pas une bonne construction. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui savent pas bien se mettre en valeur sur les applis, il y a des femmes qui savent pas bien non plus. Moi, je l'ai vu en coaching et on a discuté de ça avec beaucoup de clientes, de regarder vos profils. Est-ce que ce profil non, ce profil ne te met pas en valeur, tu vois? Ou en tout cas, ce profil ne te permettra pas de rencontrer les hommes que toi tu penses pouvoir rencontrer. Il y a ça aussi. Donc il faut se poser cette question-là.
c'est pas automatique de créer un profil qui nous ressemble. Je veux dire, à un moment donné, il faut un peu se poser la question. Tout comme c'est pas automatique d'être sous son meilleur profil en photo. Moi, je parler à la caméra et parler correctement. C'est des choses qu'on apprend. Donc, il n'y a pas de... voilà, pourquoi je dis ça? Faut pas oublier qu'on parle à des avatars numériques. Peut-être que la rencontre va nous prouver quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je dirais un truc. Ne vous enflammez jamais sur un match, une conversation. Commencez à vous enflammer sur une alchimie de vraie vie. Pas de problème. Faites des dates. J'ai dit tout à l'heure, on veut une belle rencontre. Peut-être qu'il faudra faire 10 dates. Il y en a qui vont être foireuses. Il y en a, on va vouloir les oublier. Il y en a, on va avoir envie qu'elles durent 10 minutes. Et d'ailleurs, on peut créer les conditions pour que ça dure 10 minutes et pas 2 heures. Quoi. Et pour toi, c'est important de voir la personne rapidement. Très rapidement. Ou de qualifier quand même un peu. Parce que moi alors, clairement, quand par exemple je voulais faire des rencontres virtuelles, je prenais mon temps. Et c'est pour ça que ça marchait jamais pour moi, je crois. C'est que je filtrais énormément. Je posais plein de questions. Alors, moi, j'ai remarqué un truc. Les hommes filtrent très peu. Les femmes filtrent énormément. Si les femmes filtraient moins et que les hommes filtraient plus, ce serait parfait. Donc les filles, j'ai envie de vous dire, ouvrez un peu vos critères. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des tas de clientes qui m'ont dit mon copain, donc elles sont venues me voir pour autre chose, mais mon copain, vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés comme ça. Mais quand j'ai vu son Facebook, j'ai dit non, c'est mort parce qu'il était comme ça, j'avais l'impression qu'il était petit, ou parce qu'il avait pas de cheveux, ou parce que ceci, ou parce que cela. Il y a énormément de gens qui n'auraient pas matché la personne avec qui ils sont actuellement. Ça, et or, ils ont eu un feeling. Et j'ai trop de clientes ou d'abonnés qui font trop confiance à la représentation numérique. C'est-à-dire qu'elles sont attirées par la représentation numérique. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas la même chose que la représentation numérique que j'ai créée pour mon travail. Je suis différent. Quand mes amis voient une différence. Donc, il ne faut pas vous fier à ça. N'hésitez pas à élargir un tout petit peu vos critères. Et à laisser rentrer, à avoir de la curiosité, à vous dire de toute façon c'est une conversation, c'est-à-dire que ça ne vous engage pas. Si ça se trouve, première ligne que le mec va écrire, vous allez vous pisser de rire dessus. Et ça va changer complètement la donne. Et vous allez vous dire, ah ouais, ces photos, elles sont, on dirait, peut-être ces photos, elles font un peu kéké, ou peut-être qu'elles font un peu le mec, ça raconte, ça. Mais peut-être que vous allez découvrir en le rencontrant que ce sera différent. Une des questions que je voulais te poser, Yann, c'est que est-ce que tu penses que cette génération démocratise et vulgarise un peu trop l'intimité et la séduction? Tout va trop vite et il n'y a plus trop de l'homme qui courtise ou la femme qui courtise, enfin peu importe. Oui. En fait, c'est-à-dire que la représentation qu'on se fait des rencontres, elle change. C'est-à-dire que là, toi, tu me dis, tu vois, le côté un peu l'homme courtise, on imagine derrière une série de comportements qui était cadré en fait. Si tu veux, tu vas dans une société, tu vas avoir un jeu de comportement, et là, effectivement, il y a un changement. Il y a un changement. Le fait qu'on ait des téléphones va aider à ce changement, c'est sûr. Parce que qu'est-ce que le téléphone te permet? Il te permet de t'émanciper de la peur du rejet. C'est-à-dire qu'avec un téléphone, c'est beaucoup plus facile de dire un truc que tu n'oserais pas dire ou faire dans la vie réelle. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, à l'époque, on fait des rencontres, on peut toujours faire ces rencontres dans la vraie vie. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, mais tu vas dans un bar, dans une boîte de nuit, ou même dans la journée, tu vas te comporter. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le regard des gens qui est autour, tu as le regard de la personne, on est dans la réaction immédiate. Cette personne, tu peux la recroiser puisque c'est dans ton entourage. Donc on fait attention. Sur les applications de rencontre, on peut faire moins attention. On peut dire des trucs de merde pour ouvrir une conversation. On peut énormément sexualiser parce qu'on se sent chaud de le faire. Je me sens chaud, je vais sexualiser un peu la discussion. Et comme on parle à des avatars numériques, on a moins la sensation qu'on parle à un être humain. Il faut se dire, tiens, est-ce que ce mec-là m'aurait dit un truc comme ça? C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on le disait tout à l'heure, mais je vous conseille de basculer le plus vite possible sur la rencontre physique, parce que dans la rencontre physique, tu as tout un tas de contingences qui reviennent. Déjà, le choix du lieu. Donc, le choix du lieu dit un truc. C'est vrai. Si tu laisses le mec choisir un lieu, déjà, ça t'apprend des choses sur lui, sur sa sociologie. Tu sais déjà des infos, tiens, il a choisi cet endroit, ça me plaît. Tiens, il a choisi cet endroit-là, ça me plaît pas du tout. Là, déjà, il y a ça. Si c'est toi qui choisis le lieu, t'envoies un message. Et quelque part, tu contrains. Demain, donc là, je peux donner un exemple de Barcelone. Si je dis, OK, à Barcelone, on va se retrouver sur le toit de l'hôtel Le Majestic, et que je dis ça à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme qui dit ça, quelque part, je cadre en fait ma rencontre. Je dis, on va à un endroit. Cet endroit, il va y avoir un coup, il va y avoir un dress code, il va y avoir aussi
quelque part un comportement, tu vois. Donc tout ça, tu peux la vie de tous les jours en fait te permet en fait Bien sûr, de savoir. et de filtrer, donc, et de savoir, et de filtrer, et de cadrer aussi. Ok. En étendant la conversation à l'infini, oui. Mais c'est aussi un truc qui permet de détecter, c'est-à-dire, ok, que fait ce mec avec cette conversation? Est-ce qu'il va sexualiser hyper vite? Si ça ne te plaît pas, moi je conseille toujours à mes abonnés, à mes clientes, j'ai un club sur lequel je donne plein de conseils, on parle très très souvent de ces problématiques-là, on prend très souvent des vraies conversations, et on dit, ok, le mec a dit un truc, il fait une petite tentative, un petit pas de côté dans la discussion, il va essayer de sexualiser en faisant une remarque sur une photo, sur du physique, je sais pas, sur des fesses ou sur des hanches, ou c'est un truc qui lui va lui plaire, peu importe. Peut-être qu'il va le faire de manière un peu plus timide, mais on peut déjà choisir, vais-je réagir ou pas à ça? Et moi, un conseil que je vous donne, c'est si ça ne vous plaît pas, ne réagissez pas. À partir du moment où vous réagissez, vous récompensez. Même, et vous le faites, même si vous réagissez de façon négative. C'est-à-dire qu'en fait, vous récompensez parce que vous prenez ça en considération et vous donnez du temps de cerveau, hein, comme l'expression de Moujotte d'ailleurs qui est décédé aujourd'hui, je crois, ou hier, mais en gros vous donnez du temps de cerveau à cet homme-là et c'est une récompense en fait. Même si vous l'engueulez, vous êtes là avec lui en train de lui parler. S'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez peut-être lui donner le bénéfice du doute, peut-être qu'il s'est senti pousser des ailes, on ne sait pas pourquoi, mais que ça ne vous plaît pas, vous ne réagissez pas. Du coup, vous lui donnez l'opportunité de réajuster le tir, peut-être de s'excuser s'il est allé trop loin, peut-être de dire « Ah non, désolé, je voulais pas dire ça », enfin quelque chose comme ça. Et vous voyez, et si ça vous plaît vraiment pas du tout, bah pareil, vous remettez à la mer. D'accord, ok. Et du coup, quand tu dis ne réagissez pas, c'est-à-dire ne répondez plus. Rien. Si quelqu'un te dit un truc, si tu veux, on est sur une conversation de deux avatars numériques. C'est pas alors pour moi, le ghosting, qu'on soit bien clair, le ghosting, c'est j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, j'ai passé du temps avec cette personne, 1 heure, 2 heures, 8 heures, 20 heures, et là il y a une rupture brutale de la communication, comme si le mec était mort, pour ainsi dire, ou qu'il avait disparu, kidnappé, tu vois. Ça, c'est du ghosting. Pour moi, toutes les conversations que vous allez avoir sur ces rencontres n'ont pas vocation, elles vont pas toutes aller à la fin. Il y a des mecs qui vont arrêter de vous écrire, vous allez probablement arrêter d'écrire à des mecs pour des raisons bien précises, c'est-à-dire si à un moment donné le mec vous fait une remarque désobligeante, ce sera pas une mauvaise idée d'arrêter de lui. Et du coup les gens ghostent de plus en plus, ce qui est vrai. Comment du coup réagir face à ce comportement, comment l'éviter effectivement, et pourquoi ces personnes-là font ça? C'est surtout ça. Alors c'est simple, on ghoste les gens davantage aujourd'hui qu'on ne le faisait hier. C'est très simple, vous allez voir. On le fait parce qu'on peut le faire. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est-à-dire que quand tu fais une rencontre de quelqu'un que tu peux recroiser, quelqu'un qui connaît un collègue, qui connaît un pote, qui connaît ou alors qui habite dans le même quartier, où tu peux le croiser peut-être tous les jours, on n'en sait rien, ou même dans le métro, dans les grandes villes, en fait tu auras tendance à pas ghoster. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver confronté à cette personne probablement. Donc on ne ghoste pas un collègue de travail avec qui on est sorti, avec qui on a tenté quelque chose. On ghoste quelqu'un qu'on peut ghoster, c'est-à-dire dont on se dit que vraisemblablement il y a très peu de chances que je revoie cette personne. Donc la dématérialisation des rencontres permet, en tout cas, favorise le ghosting. Le fait qu'on ait aussi beaucoup de choix favorise également le ghosting. Après, je nuance un peu, tous les hommes n'ont pas un choix illimité. Il faut remettre bien les choses dans leur contexte. N'allez pas croire, les filles, que tous les mecs, par exemple, n'allez pas croire que votre pote, votre collègue de travail, qui a à peu près le même âge que vous, a nécessairement des quantités astronomiques de matchs à sa disposition. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que sur les opportunités de rencontre ne sont pas distribuées équitablement. Il n'y a pas une règle comme ça où on te dit bah, toi tu as le droit, tu auras 5 matchs, tu auras 5 matchs, tu auras 5 matchs. Non, il y a des hommes qui ont énormément de succès, peut-être même trop de succès, avec qui vous allez avoir une énorme concurrence, il faut le savoir. Et il y a des hommes qui n'ont zéro succès. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça pendant 1 heure et il n'y aura pas une fois la petite animation pour te dire que tu as trouvé l'amour de ta vie. Tu vois, ça, n'oubliez pas ça. Je pense que quand même les applications de rencontre, de par cette énergie masculine, c'est moins, on va dire, c'est moins équitablement distribué. Donc, faut pas se dire automatiquement, d'où l'intérêt d'ouvrir un petit peu ces options et à un moment donné de se dire, bah, il y a des hommes qui récoltent beaucoup d'attention sur les applications de rencontre et c'est comme ça. Et vous dire, bah, tiens, je vais être en extrême concurrence sur ces mecs-là. Est-ce que moi déjà, ok, c'est ce profil me plaît bien.
se poser la question, est-ce que j'ai envie d'être en extrême concurrence sur ce profil? C'est une première question qu'on peut se poser. Il y a des gens, ça leur plaît pas, ils se sentent pas la confiance de faire ça. Et si ça ne me dérange pas, est-ce que ce mec me correspond? Est-ce que c'est un mec qui, si je l'avais croisé dans la vie de tous les jours, bah, il y aurait eu un petit truc? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, est-ce que c'est pas aberrant de penser que si ce mec-là, je le croise dans un contexte pro ou dans un contexte de soirée, bah, le match il aura lieu également? Ou est-ce que le mec il a fait ça, et comme il a plein de, tu vois, il a oui, à un moment donné, tu vois, ça c'est... Et du coup, le ghosting post-relation dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est vu, on s'est revu plusieurs fois, et bim, la personne disparaît. Bah, en fait, si tu veux, ça, tu pourras jamais l'empêcher. Tu pourras pas l'empêcher. Il y a des choses qui vont faire que tu vas diminuer le potentiel de ce truc-là. C'est-à-dire que, d'abord, dater des gens qui sont géographiquement proches. Là, dès que tu commences à partir sur du 10 km, 20 km, t'augmentes les chances que le mec disparaisse. Ça rend le truc facile. Donc resserrer, je sais pas, des gens ils mettent des distances, mais pas possible. C'est quoi ton projet avec ça? Tu veux faire des trajets en avion, en bateau? Ma passion c'est le voyage. Imagine, faut que ton mec tu puisses aller voir en vélo. Tu vois, si tu peux pas aller voir en vélo, ça va être compliqué pour vous deux à un moment donné, tu vois. Donc il y a cette question de la géographie. Ensuite, il y a cette question de lire l'intérêt. Donc de se rencontrer rapidement pour voir déjà est-ce que la rencontre peut avoir lieu. Et si la rencontre elle est compliquée, cherche même pas, tu vois. Cherche même pas. Si c'est galère de se rencontrer, oublie direct. La rencontre elle a lieu. Est-ce qu'il a envie de me revoir? Est-ce que c'est facile de se revoir? Donc déjà, tu vois, si t'enchaînes un petit peu toutes ces portes-là, tu vois, un peu comme des checkpoints, bah tes chances de ghosting elles commencent à diminuer. Et ensuite, tu vois le comportement de la personne. Tu vois. Après, le ghosting, pour ajouter un point, le ghosting est souvent fait par des personnes qui ne sont pas, on va dire, courageuses pour dire ou lister ce qui ne leur a pas plu lors de la rencontre, etc. Mais on n'est pas parfait, il faut aussi se remettre en question. Peut-être on fait des choses qui plaisent pas à l'autre. Et il faut partir du principe que si le mec nous ghost, c'est comme s'il nous a évité une perte de temps. Et tant mieux. Beaucoup d'hommes vont aussi, ils vont pas avoir suffisamment d'intérêt. Donc ils vont l'exprimer à travers le ghosting. C'est la première... C'est la leçon que le ghosting nous donne, cet homme-là n'a pas assez d'intérêt. Donc fiez-vous à cette lecture, parce que cet homme-là, s'il revient demain, vous l'avez lu une fois, il n'a pas assez d'intérêt, et demain, il n'aura pas plus d'intérêt. Ça, c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que le ghosting, vous allez, ok, ça fait mal au cœur, mais ça vous apprend un truc. Maintenant, vous ne pouvez pas deviner, bien malin qui pourra deviner qui va ghoster et qui ne va pas ghoster. Il y a des hommes, on pourrait penser qu'ils